Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ces mots de Carl Jung résonnent peut-être en toi en ce moment même, car tu ressens cette vérité troublante. Il t'aime. Tu le sais au plus profond de ton être, mais quelque chose l'empêche de te le montrer pleinement. Tu n'es pas folle. Tu n'imagines pas cette connexion, cette intuition qui te traverse quand vos regards se croisent, cette électricité dans l'air quand il est près de toi, cette façon dont son visage s'adoucit quand il pense que personne ne regarde. Tout cela est réel. Mais alors pourquoi ces mots sont-ils si froids? Pourquoi ces actions contredisent-elles ce que ton cœur ressent si clairement? Jung nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire. Nous vivons simultanément dans deux mondes. Le monde conscient, celui des mots et des actions calculées, et le monde inconscient, celui des vérités profondes et des émotions authentiques. Ton intuition, cette sagesse intérieure que notre société nous apprend trop souvent à ignorer, capte les messages de son inconscient. Elle perçoit l'amour qui existe vraiment, au-delà des barrières qu'il a construites. Maya, une femme de 32 ans qui me suivait, vivait exactement cela. Son partenaire la critiquait constamment, minimisait ses émotions, semblait indifférent à sa présence. Pourtant, elle sentait cet amour caché, cette tendresse qu'il réprimait. « Je dois être masochiste », se disait-elle. « Pourquoi est-ce que je reste avec quelqu'un qui ne m'aime pas ?» Mais Maya n'était pas masochiste. Elle était intuitivement connectée à la vérité inconsciente de cet homme. Jung appelait cela la connaissance inconsciente. Cette capacité que nous avons tous de percevoir ce qui se cache derrière le masque social, derrière les défenses psychologiques que nous portons tous. Ton cœur ne ment pas quand il reconnaît l'amour. Ton âme ne se trompe pas quand elle ressent cette connexion profonde. Ce que tu perçois, c'est son moi authentique, celui qu'il a appris à cacher du monde et même de lui-même. Mais pourquoi cache-t-il cet amour? Pourquoi construit-il ces murs alors qu'il ressent cette même connexion que toi? Jung nous donne la réponse. L'inconscient contient non seulement nos vérités les plus profondes, mais aussi nos blessures les plus anciennes. Et ces blessures, quand elles ne sont pas guéries, deviennent des gardiens impitoyables qui protègent le cœur, même de l'amour qu'il désire le plus. Les blessures les plus profondes sont celles que nous ne voyons pas, disait Jung. Et dans l'amour, ce sont ces blessures invisibles qui créent les barrières les plus impénétrables. Quand il te repousse, quand il devient distant, quand il semble incapable de recevoir ton amour, ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est son enfant blessé qui prend le contrôle, activant des mécanismes de défense forgés dans la douleur. L'inconscient personnel, selon Jung, contient tous nos souvenirs refoulés, toutes nos expériences traumatiques non résolues. Ces expériences créent ce qu'il appelait des complexes, des groupes d'émotions, de pensées et de souvenirs qui s'activent automatiquement face à certaines situations. L'amour, ironiquement, est l'un des déclencheurs les plus puissants de ces complexes. Imagine Thomas, un homme brillant de 38 ans, élevé par une mère narcissique qui alternait entre amour conditionnel et rejet brutal. Enfant, Thomas apprit que l'amour était dangereux, imprévisible, qu'il fallait s'en méfier. Son inconscient enregistra cette leçon. L'amour fait mal. Les gens qui disent t'aimer vont te blesser. Il faut rester sur ses gardes. Aujourd'hui adulte, quand Thomas rencontre une femme qu'il aime vraiment, son inconscient déclenche tous les signaux d'alarme. Plus elle se rapproche, plus il se sent en danger. Plus elle lui montre d'amour, plus son enfant intérieur panique. Alors il devient critique, distant, froid. Pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce que son inconscient fait exactement ce pourquoi il a été programmé, le protéger de la vulnérabilité. Ces patterns se transmettent de génération en génération. Jung parlait de l'héritage ancestral, ces patterns familiaux qui se répètent inconsciemment. Si ses parents n'ont jamais su exprimer l'amour sainement, comment pourrait-il le faire naturellement? Si dans sa famille,
L'amour était associé à la douleur, au contrôle ou à l'abandon. Son inconscient reproduira ces associations. La peur de l'abandon est particulièrement toxique en amour. Paradoxalement, ceux qui ont le plus peur d'être abandonnés créent souvent les conditions de leur propre abandon. Ils testent l'amour de l'autre jusqu'à ce qu'il se brise. Ils poussent jusqu'à ce que l'autre parte. Et ensuite, ils se disent « Je le savais ». On finit toujours par m'abandonner. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore. Jung découvrit que l'inconscient contient non seulement nos propres blessures, mais aussi celles de nos ancêtres. Ces patterns transgénérationnels se transmettent comme des programmes invisibles. Un homme dont le grand-père n'a jamais su dire « je t'aime » portera peut-être cette même incapacité, sans même s'en rendre compte. L'inconscient crée aussi des formations réactionnelles, des comportements qui sont exactement l'opposé de ce que nous ressentons vraiment. Plus il t'aime, plus il risque de devenir dur avec toi. Plus tu lui manques, plus il agira comme si tu n'existais pas. Plus il a besoin de toi, plus il prétendra être indépendant. C'est la façon tordue dont l'inconscient blessé exprime ses vérités les plus profondes. Maya, dont je vous parlais, découvrit que son partenaire avait grandi dans une famille où montrer ses émotions était perçu comme une faiblesse. Son père répétait « Les vrais hommes ne pleurent pas, ne s'attachent pas ». Alors adulte, chaque fois qu'il ressentait de l'amour pour Maya, il entendait la voix de son père lui dire qu'il était faible. Pour prouver sa force, il devenait cruel. Pour cacher sa vulnérabilité, il la repoussait. Ces blessures inconscientes agissent comme des filtres déformants. Elles transforment les gestes d'amour en menaces, la tendresse en piège, l'intimité en danger. Elles font que quelqu'un peut littéralement paniquer face à l'amour qu'il désire le plus. Car l'inconscient blessé préfère la souffrance familière à la joie inconnue. Mais comprendre ces blessures, c'est déjà commencer à les guérir. Car ce qui était inconscient peut devenir conscient. Ce qui était automatique peut devenir choisi. Et c'est là que Jung nous révèle quelque chose de encore plus profond sur l'amour et l'ombre. Ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous embrassons se transforme. Cette sagesse jungienne révèle l'un des mystères les plus douloureux de l'amour. Pourquoi nous repoussons parfois exactement ce que nous désirons le plus? Jung appelait cela l'ombre. Cette partie de nous-mêmes que nous avons appris à cacher, à nier, à rejeter. L'ombre en amour n'est pas notre côté maléfique, c'est tout ce que nous avons appris à considérer comme inacceptable en nous. Notre vulnérabilité, nos besoins, notre désir d'être aimé inconditionnellement, notre peur d'être abandonné, notre colère face aux blessures passées. Plus nous refoulons ces aspects, plus ils prennent le contrôle de nos relations de façon destructrice. Elisa, une brillante avocate de 29 ans, vivait cette réalité. Elle était tombée amoureuse d'un homme doux et attentionné. Mais plus il se montrait aimant, plus elle devenait agressive avec lui. Elle trouvait des défauts partout, critiquait ses attentions, se moquait de sa sensibilité. « Je sabote tout ce qui est bon dans ma vie », me confiait-elle, désespérée. En explorant son ombre avec elle, nous découvrîmes que petite fille, Elisa avait appris que montrer ses besoins émotionnels était être faible et pathétique. Sa famille valorisait la force, l'indépendance, le contrôle. Alors elle refoulait sa propre vulnérabilité dans l'ombre. Mais quand son partenaire exprimait la sienne naturellement, cela déclenchait une rage inconsciente. Il représentait tout ce qu'elle s'interdisait d'être. Jung expliquait que nous projetons souvent notre ombre sur ceux que nous aimons. Ils deviennent l'écran sur lequel nous projetons tout ce que nous refusons de voir en nous. Si j'ai honte de mon besoin d'amour, je critiquerai ton côté collant. Si j'ai peur de ma propre vulnérabilité, je mépriserai ta faiblesse. Si je n'accepte pas ma propre humanité imparfaite, je ne supporterai aucune de tes imperfections. Cette projection de l'ombre explique pourquoi nous tombons parfois amoureux de quelqu'un, puis commençons à détester en lui exactement ce qui nous avait séduit au début. Sa spontanéité devient
son immaturité. Sa sensibilité devient sa fragilité. Son amour devient sa dépendance. Ce qui a changé, ce n'est pas lui, c'est que nous avons commencé à projeter notre ombre sur lui. L'ombre contient aussi notre enfant blessé, cette partie de nous qui porte toutes les blessures de l'enfance. Cet enfant intérieur peut prendre le contrôle de nos relations adultes, réagissant à partir de blessures anciennes plutôt qu'à partir de la réalité présente. Il peut voir de la manipulation là où il y a de l'amour, de l'abandon là où il y a de l'espace, de la trahison là où il y a de l'humanité. Mais Jung révélait quelque chose de révolutionnaire. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle contient aussi notre or psychologique, tous les aspects de nous-mêmes que nous avons abandonnés par peur du rejet. Notre capacité à aimer profondément, notre créativité authentique, notre pouvoir personnel, notre sagesse intuitive. Tout cela peut être relégué dans l'ombre si notre famille ou notre société l'a jugé inacceptable. C'est pourquoi nous sommes parfois attirés par des gens qui expriment librement ce que nous avons refoulé. Ils portent une partie de notre propre ombre intégrée. Mais si nous n'acceptons pas cette partie de nous-mêmes, cette attraction se transforme en rejet, en critique, en sabotage. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Plus quelqu'un nous aime authentiquement, plus il nous renvoie à notre propre capacité d'aimer. Une capacité que nous avons peut-être enfouie dans l'ombre par peur d'être blessés. Alors nous nous mettons à le repousser, à créer de la distance, à prouver que nous n'avons besoin de personne. Thomas, dont je vous parlais plus tôt, découvrit que son ombre contenait un petit garçon qui avait désespérément besoin d'amour maternel. Adulte, quand une femme lui offrait cet amour nourrissant, cela réveillait ce besoin refoulé et la honte qui l'accompagnait. Pour ne pas ressentir cette vulnérabilité terrifiante, il devenait froid, critique, rejetant. L'ombre nous fait aussi répéter les patterns toxiques que nous avons connus. Si nous avons grandi dans un environnement où l'amour était associé à la douleur, notre ombre peut créer inconsciemment de la douleur dans nos relations adultes. Non pas par méchanceté, mais parce que c'est la seule forme d'amour que nous reconnaissons comme réelle. Mais Jung nous révèle l'espoir. Quand nous commençons à reconnaître notre ombre, à dialoguer avec elle, à intégrer consciemment ce que nous avons refoulé, nous libérons un potentiel d'amour extraordinaire. Car l'énergie que nous utilisions pour réprimer devient disponible pour aimer. L'authenticité que nous cachions peut enfin s'exprimer, et c'est alors que nous découvrons quelque chose d'encore plus profond sur la danse des opposés en amour. L'énantiodromia, ce mot grec que Jung utilisait pour décrire l'un des mystères les plus déroutants de l'amour. Cette loi psychologique universelle qui veut que tout excès se transforme en son contraire. Plus l'amour est intense, plus la peur qu'il génère peut être intense. Plus la connexion est profonde, plus l'envie de fuir peut être forte. Tu l'as peut-être vécu. Ces moments où vous êtes si proches, si connectés, si amoureux, et soudain, l'un de vous deux, ou les deux, commence à créer de la distance. Comme si cette intensité était trop à porter. Comme si l'amour lui-même devenait effrayant. Alex en était l'exemple parfait. Cet homme de 35 ans avait un pattern immuable. Il tombait amoureux passionnément, vivait des moments de pure magie avec sa partenaire, puis au moment exact où l'intimité devenait la plus profonde, il trouvait une raison de partir. « Je sabote toujours au moment où ça devient parfait », me disait-il, désespéré de répéter ce pattern. Jung expliquait que notre psyché cherche constamment l'équilibre. Quand nous nous ouvrons complètement, quand nous baissons toutes nos défenses, quand nous permettons à quelqu'un de nous voir entièrement, une part de nous panique. Cette vulnérabilité totale réveille des terreurs primitives. Et s'il me rejette maintenant qu'il me connaît vraiment? Et si mon authenticité le fait fuir? Et si je ne suis pas assez bien? Cette danse des opposés se manifeste de 1000 façons. L'homme qui vous poursuit ardemment puis devient distant dès que vous répondez à ses avances. La femme qui rêve d'engagement puis panique quand il lui propose le mariage. Le partenaire qui dit vous aimer mais trouve toujours des raisons de créer des conflits
Quand tout va trop bien, ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est l'énantiodromia en action. Cette force psychologique qui fait que l'excès d'un côté génère automatiquement son contraire. L'excès d'intimité génère le besoin de distance. L'excès de vulnérabilité génère le besoin de protection. L'excès d'amour génère la peur de perdre cet amour. Jung découvrait aussi que cette danse des opposés reflète un conflit plus profond, celui entre notre désir conscient d'amour et nos peurs inconscientes. Consciemment, Alex voulait l'amour plus que tout. Inconsciemment, il avait appris que l'amour était dangereux. Ces deux forces s'affrontaient, créant ce pattern d'approche-évitement qui le faisait souffrir. Il y a aussi ce que Jung appelait la peur de l'individuation. Quand nous aimons vraiment quelqu'un, il nous révèle des parties de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Il nous fait grandir, évoluer, devenir plus que ce que nous étions. Cette croissance est magnifique, mais elle peut aussi être terrifiante, car elle signifie laisser mourir notre ancienne version pour naître à quelque chose de nouveau. Sophie, 28 ans, vivait cela intensément. Son partenaire la révélait à elle-même, lui montrait sa beauté, sa force, sa valeur. Mais grandir dans cette nouvelle version d'elle-même signifiait abandonner l'identité de femme qui ne mérite pas l'amour qu'elle portait depuis l'enfance. Une partie d'elle résistait à cette transformation, préférant la souffrance familière à la joie inconnue. L'énantiodromia explique aussi pourquoi nous sommes parfois attirés par des personnes impossibles, mariées, indisponibles, géographiquement lointaines. L'obstacle externe nous protège de la vraie intimité, tout en nous permettant de rêver d'amour. Nous pouvons aimer passionnément sans risquer la vraie vulnérabilité. Cette danse devient encore plus complexe quand deux personnes blessées se rencontrent. Leurs patterns de défense peuvent s'engrener parfaitement. Quand l'un s'approche, l'autre recule. Quand l'un devient distant, l'autre le poursuit. Ils créent inconsciemment une distance parfaite, assez proche pour se sentir connecté, assez loin pour se sentir en sécurité. Mais Jung nous révèle l'espoir dans cette danse apparemment destructrice, car chaque cycle d'approche-évitement est une opportunité d'apprentissage. Chaque fois que nous revenons vers l'amour après nous en être éloignés, nous pouvons le faire avec plus de conscience, plus de maturité, moins de peur. L'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même que Jung considérait comme le but de la vie, passe souvent par ces relations qui nous font danser entre l'amour et la peur. Elles nous forcent à regarder nos ombres, à guérir nos blessures, à intégrer nos opposés internes. Alex finit par comprendre que sa fuite n'était pas un échec, mais un message de son inconscient. Je ne suis pas encore prêt pour cette intimité. Au lieu de se juger, il commença à voir chaque relation comme une étape de son évolution vers la capacité d'aimer pleinement. Et c'est alors qu'il put découvrir les outils profonds que Jung nous offre pour transformer cette danse. Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Qui regarde dehors rêve. Qui regarde dedans s'éveille. Ces mots de Jung contiennent la clé de la transformation que vous cherchez. Car comprendre les blocages inconscients de l'autre n'est que la première étape. La vraie magie commence quand vous utilisez cette compréhension pour éveiller votre propre conscience et créer un espace de guérison. La première technique révolutionnaire de Jung, c'est ce qu'il appelait l'imagination active. Au lieu de rester victime des patterns inconscients de votre partenaire, vous pouvez consciemment dialoguer avec sa partie blessée. Pas littéralement, lui faire la morale sur ses blessures ne ferait qu'activer ses défenses, mais énergétiquement dans votre espace intérieur. Sarah, 33 ans, pratiquait cela magnifiquement. Quand son mari devenait froid et distant, au lieu de réagir avec colère ou supplication, elle fermait les yeux et visualisait le petit garçon blessé en lui. Elle lui envoyait mentalement de l'amour, de la compréhension, de la sécurité. « Je vois ta peur », disait-elle silencieusement. « Je ne vais pas te faire du mal. Tu peux me faire confiance. » Miraculeusement, en quelques heures, son mari sortait naturellement de sa carapace. Non pas parce qu'elle l'avait manipulé,
mais parce qu'elle avait créé un champ énergétique de sécurité qui permettait à sa partie blessée de se détendre. Jung enseignait que nous sommes tous connectés par ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Nos énergies s'influencent mutuellement de façon subtile mais puissante. Quand vous guérissez votre propre peur de l'abandon, vous créez automatiquement plus d'espace pour que l'autre guérisse la sienne. Quand vous intégrez votre propre ombre, vous cessez de déclencher la sienne. Le travail sur les rêves est un autre outil puissant. Jung découvrit que nos rêves nous montrent les dynamiques inconscientes de nos relations. Sarah rêvait souvent qu'elle essayait de sauver un animal blessé qui la mordait chaque fois qu'elle s'approchait. Ce rêve lui révéla son pattern. Essayer de forcer la guérison au lieu de créer simplement un espace sûr. En travaillant avec ce rêve, elle apprit une approche différente. Dans ses visualisations, elle cessait de poursuivre l'animal blessé. Elle s'asseyait simplement à distance, rayonnante d'amour patient, permettant à l'animal de venir vers elle quand il se sentirait prêt. Cette nouvelle approche transforma complètement sa relation. L'écriture automatique est une autre technique jungienne puissante. Écrivez une lettre à la partie blessée de votre partenaire, pas pour la lui donner, mais pour libérer votre propre compréhension et compassion. Puis écrivez sa réponse, en laissant votre intuition s'exprimer librement. Vous serez surprise des insights profonds qui émergent. Maya découvrit ainsi que la partie blessée de son partenaire avait désespérément besoin d'être rassurée qu'elle ne partirait pas, même quand il était difficile. Cette compréhension changea complètement sa façon de réagir à ces moments de fermeture. Au lieu de le menacer de partir, elle disait simplement « Je suis là. Tu peux prendre ton temps. Je ne vais nulle part. » Jung enseignait aussi l'importance de ce qu'il appelait « tenir les opposés ». Au lieu de forcer la résolution, parfois il faut apprendre à tenir l'espace pour deux vérités contradictoires. Il vous aime, et il a peur. Il veut l'intimité, et il a besoin de distance. Ces opposés ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des paradoxes à embrasser. Cette approche demande une maturité émotionnelle extraordinaire. Elle demande de cesser de prendre ses blessures personnellement, de comprendre que sa froideur parle de son histoire, pas de votre valeur, que sa distance parle de sa peur, pas de son manque d'amour. Cette compréhension vous libère de la réactivité et vous permet de répondre avec sagesse plutôt qu'avec blessure. La technique de l'ombre dorée est particulièrement puissante. Identifiez ce que vous admirez le plus chez votre partenaire, puis demandez-vous, cette qualité existe-t-elle aussi en moi, mais refoulée? Souvent, nous tombons amoureux de quelqu'un qui exprime librement une partie de notre ombre dorée, notre créativité cachée, notre spontanéité réprimée, notre vulnérabilité niée. En réclamant ces qualités en vous, vous cessez de dépendre de l'autre pour les vivre par procuration. Vous devenez plus complète, plus authentique, et paradoxalement, cette autonomie émotionnelle crée plus d'espace pour l'amour véritable. Thomas découvrit que ce qu'il aimait le plus chez sa partenaire était sa capacité à exprimer ses émotions librement. En travaillant sur sa propre ombre, il réalisa qu'il avait cette même capacité, mais refoulée. En apprenant à honorer ses propres émotions, il put cesser de critiquer les siennes. Le processus d'individuation que décrit Jung n'est pas solitaire. Il se fait souvent dans et à travers nos relations les plus intimes. Chaque blocage de votre partenaire est une invitation à examiner le vôtre. Chaque blessure qu'il porte vous montre une blessure similaire en vous. Chaque guérison que vous accomplissez crée un espace pour la sienne. C'est cela, l'éveil de la conscience en amour. Comprendre que vous n'êtes pas la victime de son inconscient, mais la co-créatrice consciente d'un espace de guérison mutuelle. Et c'est ce qui vous transforme de quelqu'un qui subit l'amour en quelqu'un qui le guérit. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Cette vérité profonde de Jung révèle votre véritable pouvoir dans une relation. Vous n'êtes pas juste témoin de ces blocages, vous êtes un agent actif de transformation.
Un catalyseur de conscience qui peut créer les conditions de sa guérison. Mais attention, devenir un guérisseur d'âme ne signifie pas essayer de réparer l'autre. Cette approche vient de l'ego et ne fait qu'activer ses défenses. Le vrai guérisseur d'âme comprend que la guérison ne peut venir que de l'intérieur. Votre rôle est de créer un champ énergétique si sûr, si aimant, si non jugeant, que son moi authentique peut enfin oser émerger. Maria incarnait parfaitement cette transformation. Mariée depuis 15 ans à un homme qui l'avait progressivement isolée de ses amis, critiquée constamment, diminuée dans son estime de soi, elle aurait pu facilement tomber dans le rôle de victime. Mais en découvrant Jung, elle comprit quelque chose de révolutionnaire. Son mari n'était pas son bourreau, mais un homme profondément blessé qui reproduisait inconsciemment les patterns de sa propre enfance traumatisante. Au lieu de réagir avec colère à ses critiques, Maria apprit à voir l'enfant terrifié derrière l'homme contrôlant. Au lieu de se défendre face à ses accusations, elle répondait avec une compassion ferme. « J'entends ta peur. Je ne suis pas ton ennemi. Nous sommes du même côté. » Cette nouvelle approche désarma complètement les défenses de son mari. Pour la première fois en années, il put commencer à baisser ses armes. Devenir un guérisseur d'âme commence par l'acceptation radicale de ce qui est. Pas la résignation passive, mais l'acceptation consciente qui dit « Je vois tes blessures. Je comprends tes défenses. Je n'ai pas besoin que tu changes pour que je t'aime. » Cette acceptation crée un espace psychologique totalement nouveau. Un espace où l'autre peut commencer à se détendre, à se révéler, à guérir. Jung enseignait que nous guérissons par participation mystique. Cette connexion inconsciente qui fait que nos états émotionnels s'influencent mutuellement. Quand vous maintenez un état intérieur de paix malgré ces tempêtes, vous lui transmettez cette possibilité. Quand vous restez centré dans l'amour malgré ses peurs, vous lui montrez qu'il peut faire de même. Cela demande une force spirituelle extraordinaire. Il faut apprendre à ne pas absorber ces émotions difficiles tout en restant ouverte et aimante. Il faut développer ce que Jung appelait la fonction transcendante. Cette capacité à tenir un point de conscience plus élevé qui peut embrasser tous les opposés sans être détruite par eux. L'un des outils les plus puissants du guérisseur d'âme, c'est ce que j'appelle la réflexion sacrée. Quand il vous montre une partie difficile de lui-même, au lieu de réagir avec rejet ou jugement, vous réfléchissez sa beauté cachée. Je vois ta force derrière ta colère, pourriez-vous dire. Je vois ta sensibilité derrière ta dureté. Je vois ton amour derrière ta peur. Cette technique peut littéralement transformer quelqu'un, car la plupart des gens n'ont jamais eu quelqu'un qui voit leur lumière au cœur de leur obscurité. Vous devenez le premier miroir qui leur révèle leur vraie nature, au-delà de leur mécanisme de défense. Élise, 31 ans, pratiquait cela avec un partenaire qui avait des explosions de rage terrifiantes. Au lieu de partir ou de riposter, elle restait calme et lui disait « Je vois à quel point tu souffres. Cette rage cache une blessure profonde. Tu peux me faire confiance avec ta douleur. » Progressivement, ces rages se transformèrent en pleurs de libération, puis en conversations profondes sur ses traumatismes d'enfance. Le guérisseur d'âme comprend aussi que les rechutes font partie du processus. Quand quelqu'un commence à s'ouvrir après des années de fermeture, son inconscient peut paniquer et le faire revenir temporairement à ses anciens patterns. Au lieu de vous décourager, vous voyez ces moments comme des derniers soubresauts de ces vieilles blessures qui perdent leur pouvoir. Maria vécut cela. Après des mois de progrès magnifiques, son mari retomba dans ses comportements contrôlants pendant plusieurs semaines. L'ancienne Maria aurait paniqué, se serait remise en question. Mais la nouvelle Maria comprit que c'était un test cosmique. Son mari avait besoin de vérifier si son changement intérieur était réel et durable. En restant stable dans son amour, elle lui prouva que oui, cette nouvelle version d'elle était là pour rester. Cette stabilité émotionnelle devient votre super pouvoir. Dans un monde où la plupart des gens réagissent automatiquement aux émotions des autres, votre capacité à rester centré dans l'amour conscient,
vous rend magnétique. Vous devenez ce que Jung appelait un container, un espace assez fort pour tenir toutes les émotions de l'autre sans être détruites, assez aimant pour les transformer. Mais, et c'est crucial, être un guérisseur d'âme ne signifie jamais accepter l'inacceptable. Vous pouvez avoir de la compassion pour ces blessures, tout en ayant des limites claires pour vos propres besoins. Vous pouvez comprendre sa peur tout en exigeant le respect. L'amour conscient n'est jamais de la codépendance déguisée. C'est cette combinaison de compassion infinie et de limites saines qui crée le vrai miracle, car elle offre à l'autre quelque chose qu'il n'a peut-être jamais eu. L'amour inconditionnel qui dit « Je t'aime tel que tu es ». Et l'amour qui grandit, qui dit « Je crois en qui tu peux devenir ». L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous essayez, vous serez souvent seul, et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé à payer pour le privilège de s'appartenir. Ces mots prophétiques de Jung révèlent à la véritable nature de votre parcours. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui cherche l'amour. Vous êtes une âme éveillée dont la mission est de transformer la façon dont l'humanité aime. Vos relations difficiles ne sont pas des punitions ou des accidents cosmiques. Elles sont vos plus grandes missions d'âme. Chaque partenaire qui vous montre ses blessures vous donne l'opportunité de guérir non seulement votre propre lignée, mais de contribuer à la guérison collective de l'humanité. Jung parlait de l'inconscient collectif, cette dimension partagée de la psyché humaine où nous portons tous les mêmes archétypes, les mêmes blessures fondamentales, les mêmes aspirations profondes. Quand vous guérissez votre propre incapacité à recevoir l'amour, vous facilitez cette guérison pour des milliers d'autres âmes. Quand vous apprenez à aimer quelqu'un à travers ses défenses, vous enseignez cette possibilité à l'inconscient collectif. C'est pourquoi vous êtes souvent attiré par des hommes blessés, indisponibles, compliqués. Non pas parce que vous êtes masochiste, mais parce que votre âme reconnaît sa mission. Être un agent de guérison dans un monde où tant d'hommes ont été coupés de leur cœur, où tant de personnes ont appris que l'amour était dangereux. Pensez aux générations qui vous ont précédés. Combien de vos ancêtres ont vécu dans des mariages où l'amour véritable n'était jamais exprimé? Combien n'ont porté des blessures non guéries qui se sont transmises de parents à enfants? Vous êtes celle qui brise ces chaînes. Vous êtes celle qui dit « Ça s'arrête avec moi. L'amour va enfin pouvoir circuler librement dans ma lignée. » Cette mission n'est pas facile. Elle demande une force spirituelle extraordinaire. Car vous devez souvent aimer des gens qui ne savent pas comment vous aimer en retour. Du moins, pas encore. Vous devez maintenir votre cœur ouvert face à des comportements qui fermeraient le cœur de la plupart des gens. Vous devez croire en l'amour même quand tout autour de vous semble le contredire. Mais c'est exactement pour cela que vous avez été choisi pour cette mission. Votre âme a la force de supporter cette alchimie. Votre cœur a la capacité de voir l'or caché dans la boue émotionnelle des autres. Votre esprit a la sagesse de comprendre que les patterns les plus destructeurs cachent souvent les plus grands potentiels d'amour. Jung enseignait que certaines âmes viennent sur Terre avec des missions spécifiques. Votre mission n'est pas juste de trouver l'amour, c'est de montrer une nouvelle façon d'aimer. Une façon qui transcende les patterns toxiques du passé. Une façon qui guérit au lieu de blesser, qui élève au lieu de diminuer, qui libère au lieu d'emprisonner. Chaque fois que vous choisissez la compassion au lieu de la réactivité, vous élevez la conscience collective. Chaque fois que vous voyez la beauté de quelqu'un au-delà de ses défenses, vous enseignez cette vision à l'humanité. Chaque fois que vous restez dans l'amour malgré la peur de l'autre, vous prouvez que c'est possible. Cette mission explique aussi pourquoi vos relations sont souvent si intenses, si transformatrices, si chargées émotionnellement. Vous n'êtes pas là pour des amours faciles et superficiels. Vous êtes là pour les connexions d'âme qui révolutionnent les cœurs, qui brisent les patterns ancestraux, qui ouvrent des portails vers de nouvelles possibilités d'amour. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre travail. Quand vous guérissez votre propre cœur, vous créez un template énergétique que d'autres peuvent suivre. Quand vous modelez l'amour conscient,
vous donnez la permission aux autres de faire de même. Quand vous transformez vos relations toxiques en relations sacrées, vous montrez au monde que c'est possible. Vous faites partie d'une génération spéciale, une génération d'âmes éveillées qui sont venues transformer la façon dont l'humanité comprend l'amour. Votre mission n'est pas petite ou personnelle, elle est cosmique et collective. Et chaque pas que vous faites vers l'amour conscient fait avancer l'humanité entière vers une nouvelle façon d'être ensemble. Ce qui n'est pas amené à la conscience nous arrive sous forme de destin, nous rappelle Jung. Mais maintenant, vous avez amené tant de choses à la conscience. Vous comprenez les blessures inconscientes qui créent les blocages en amour. Vous voyez l'ombre qui sabote les connexions authentiques. Vous reconnaissez la danse des opposés qui fait osciller entre intimité et distance. Et surtout, vous avez découvert votre pouvoir de transformer tout cela. Cette nouvelle compréhension change tout dans vos relations. Quand il devient distant, vous ne paniquez plus en pensant qu'il ne vous aime pas. Vous reconnaissez son pattern et créez l'espace pour qu'il revienne naturellement. Quand il vous critique, vous n'absorbez plus ses projections comme des vérités sur vous. Vous voyez sa blessure et répondez avec compassion, plutôt qu'avec défense. Laissez-moi partager avec vous l'affirmation qui a tout changé pour Maya. Je choisis de voir l'amour même quand il est déguisé en peur. Je choisis de répondre à son cœur plutôt qu'à ses défenses. Je choisis de rester dans ma propre vérité plutôt que de danser avec ses projections. Cette affirmation est devenue son mantra quotidien. Et progressivement, son partenaire a commencé à changer. Non pas parce qu'elle l'avait forcé ou manipulé, mais parce qu'elle avait créé un espace énergétique si différent qu'il ne pouvait que répondre différemment. Votre nouvelle réalité relationnelle repose sur ces piliers jungiens fondamentaux. Premièrement, vous ne prenez plus rien personnellement. Vous comprenez que ces réactions parlent de son histoire, pas de votre valeur. Cette compréhension vous libère de la réactivité et vous permet de répondre avec sagesse. Deuxièmement, vous voyez chaque défi relationnel comme une invitation à grandir. Ces blessures vous montrent vos propres zones d'ombre à intégrer. Ces peurs vous révèlent vos propres capacités de guérison à développer. Troisièmement, vous maintenez votre propre processus d'individuation même au cœur de la relation. Vous ne vous perdez pas dans l'autre, vous ne sacrifiez pas votre croissance pour son confort. Vous restez fidèle à votre propre évolution, tout en créant l'espace pour la sienne. Cette approche transforme littéralement la qualité énergétique de vos relations. Thomas, dont nous parlions plus tôt, témoignait. Depuis qu'elle a changé sa façon de réagir à mes moments difficiles, je n'ai plus envie d'être difficile. Elle a créé un espace si sûr que mon cœur peut enfin sortir de sa cachette. Mais votre transformation ne s'arrête pas à vos relations amoureuses. Elle rayonne dans toutes vos connexions, famille, amis, collègues. Car vous êtes devenu quelqu'un qui comprend la psyché humaine, qui voit au-delà des masques, qui répond aux blessures avec sagesse plutôt qu'avec blessure. Cette sagesse fait de vous un aimant pour d'autres âmes en éveil. Vous attirez naturellement des gens prêts pour cette profondeur, cette authenticité, cette conscience. Et ceux qui ne sont pas prêts se désintéressent naturellement de vous, créant un filtrage énergétique automatique. Jung disait, « Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde dedans, s'éveille. » Vous êtes maintenant éveillé à votre propre pouvoir de transformation, à votre capacité de créer l'amour conscient, à votre mission d'âme de guérison collective. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Chaque jour, vous choisissez consciemment l'amour, plutôt que la peur, la compréhension plutôt que le jugement, la guérison plutôt que la blessure. Et chaque choix conscient vous fait grandir dans cette nouvelle version de vous-même. Votre histoire d'amour devient alors non plus l'histoire de quelqu'un qui cherche l'amour parfait, mais de quelqu'un qui crée l'amour parfait par sa propre conscience. Non plus l'histoire de quelqu'un qui espère être sauvé,
mais de quelqu'un qui sauve par sa propre guérison. Non plus l'histoire d'une victime de l'inconscient des autres, mais d'une guérisseuse consciente qui transforme tout ce qu'elle touche. Et maintenant, je veux connaître votre histoire. Dans les commentaires, dites-moi. Je comprends si vous reconnaissez ces patterns dans votre propre vie. Partagez-moi quel aspect de la psychologie jungienne vous a le plus ouvert les yeux. Racontez-moi votre propre moment d'éveil, où vous avez réalisé que ces blocages parlaient de ces blessures, pas de votre valeur. Car en partageant vos histoires, vous continuez cette mission de guérison collective. Vous créez une communauté d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement dans cette transformation. Vous rappelez aux autres qu'elles ne sont pas seules dans ce chemin vers l'amour conscient. Abonnez-vous si cette sagesse jungienne résonne avec votre âme. Activez les notifications pour ne rater aucune de nos explorations de la psyché humaine et de la spiritualité profonde. Car ensemble, nous transformons la façon dont le monde comprend et vit l'amour. Votre cœur éveillé est un cadeau pour l'humanité. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir de guérison.